Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. La formule, vous le savez, est toujours adaptée à cette période de confinement. Un invité en tête-à-tête, mais à distance, pendant 1 heure pour parler sans aucun tabou de l'actualité. Alors le concept de l'émission, lui, ne change pas. Donner la parole à ces personnalités différentes, et il y en a de moins en moins qui ne pratiquent pas le conformisme. Et c'est peu dire de notre invité cette semaine, avec qui, bien sûr, nous allons revenir en détail sur cette crise sanitaire du Covid-19 et plus particulièrement sur cette gestion de crise par les pouvoirs publics. Nous allons aussi consacrer une grande partie de l'émission au professeur Raoult. Allez, sans plus attendre, nous sommes ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Les Incorrectibles sur Sud Radio. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Alors, mon invité de ce dimanche est un entrepreneur, enseignant et conférencier médiatique dont les thèmes de prédilection sont l'économie de la connaissance et les neurosciences, sujets sur lesquels il a rédigé de nombreux travaux. Il est l'auteur, entre autres, du best-seller « Libérez votre cerveau » ou « Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société ». C'était paru aux éditions Robert Laffont en 2016. Alors, face à la crise du Covid-19 qui frappe le monde entier en ce moment, il réagit régulièrement sur ses réseaux sociaux pour apporter son soutien au professeur Raoult et dénoncer les multiples attaques dont ce professeur fait l'objet. Idriss Aberkane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, un petit rappel de qui est le professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, chercheur formé à Washington et professeur de microbiologie. Il est également président de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. Il a signé de très nombreux articles dans des publications prestigieuses internationales et reçu le Grand Prix de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'était en 2010 pour l'ensemble de sa carrière. Il fait partie des chercheurs les plus influents selon le classement Thomson Reuters. Il a commencé à étudier le coronavirus et son évolution dès son apparition en Chine, fin février. Il publie à cette occasion une vidéo dans laquelle il avance l'efficacité de la chloroquine suite à une étude menée avec succès par une équipe chinoise qu'il considère comme la meilleure en termes de chercheurs infectiologues. Il mène dès lors une première étude en France sur 24 patients tout d'abord, dont les résultats sont excellents. 75% des patients sont guéris selon lui, mais qui est immédiatement vivement critiqué par une partie de la communauté scientifique qui lui reproche son manque de rigueur méthodologique et son faible taux de patients testés. Il récidive avec une seconde étude menée cette fois sur 80 patients qui ont pris du Plaquenil. Alors le Plaquenil, c'est un médicament à base d'hydroxychloroquine qui est cette fois associé à de l'azithromycine, un antibiotique. Malgré de bons résultats, le scepticisme subsiste encore et toujours dans la communauté scientifique, faute de groupes de contrôle pour vérifier la réelle efficacité de ce traitement. Alors pour vous, Idriss Aberkane, qui est, je l'ai dit en introduction, un soutien, un ardent défenseur du professeur Raoult, il est victime d'un véritable tabassage médiatique. C'est le mot que vous employez dans différentes vidéos. Oui, tout à fait. C'est un phénomène qui est connu depuis le Moyen-Âge, figurez-vous, et qui s'appelle furor academicus. Furor academicus. Et c'est un terme qui était vraiment connu depuis le Moyen-Âge, qui n'a jamais cessé d'exister. Il a été rappelé par Bourdieu quand il a écrit tout un livre dessus qui s'appelle Homo academicus, déjà à l'époque, c'est il y a plusieurs décennies de cela, par Foucault aussi. C'est-à-dire qu'on a toute une vague d'irrationalité contre Raoult, qui se prétend être scientifique, qui se prétend être rigoureuse, mais qui ne l'est absolument pas. Pourquoi, d'après vous, vous dénoncez de nombreux conflits d'intérêts autour donc de cette polémique entre Didier Raoult et certains de ses confrères. Vous dénoncez notamment donc je l'ai dit, ce tabassage médiatique sur BFM TV. Vous parlez aussi de 3 autres médecins. Alors je vais les citer, puisque on est dans les incorrectibles. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous parlez de Karine Lacombe, Xavier Lescure et Gilbert Deray. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qui sont ces 3 médecins, professeurs pour certains, infectiologues réputés, et pourquoi il y aurait de possibles conflits d'intérêts? Alors, ce sont 3 médecins parisiens qui sont montés au créneau immédiatement pour attaquer Raoult. Bon, ça, c'est pas forcément un défaut. Non, tout à fait, mais c'est simplement, il faut citer tout le contexte. C'est-à-dire qu'ils sont montés au créneau pour attaquer Raoult avec essentiellement des arguments émotionnels. C'était très essentiellement, l'une a dit que c'était atroce ce qu'il faisait à Marseille. Bon, il a prêté le serment d'Hippocrate et il a essayé, en son âme et conscience, de sauver ses patients. Je ne vois pas en quoi c'est atroce, avec des médicaments bien entendu qui étaient autorisés depuis des décennies. Donc ces 3 personnes sont montées au créneau pour attaquer Raoult. mais elles ont oublié de déclarer dans leurs interviews à leurs auditeurs qu'elles avaient des liens d'intérêt avérés et déclarés officiellement, puisque vous savez que depuis le scandale du Mediator,
les médecins sont obligés de déclarer leur lien d'intérêt avec les laboratoires, eh bien, ils avaient des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead, dont l'action d'ailleurs, dont l'action évolue très rapidement selon les nouvelles sur l'hydroxychloroquine. C'est tout à fait intéressant de le constater. Quand Donald Trump a parlé d'hydroxychloroquine, leur action s'est effondrée. Et c'est le laboratoire de très loin qui a le plus à gagner si l'hydroxychloroquine est réputée non efficace. C'est de très loin. En numéro 1, le laboratoire qui a le plus à gagner si si le protocole Raoult en général est réputé inefficace. Donc ça, c'est tout de même un lien curieux. Et c'est un laboratoire, ne l'oublions pas pour terminer, qui a eu tout de même, je ne vais pas dire le toupet, je vais dire la répugnance de mettre sur le marché un médicament contre l'hépatite C, 40 000 $ dans les pays riches et 300 $ en Inde. En Inde, ils le vendaient 300 $, donc ça veut dire qu'ils ne perdaient pas d'argent à 300 $, et dans les pays riches, ils le vendaient à 40 000, le traitement. Donc oui, ce sont des choses curieuses et il faut les souligner. Et sur notamment les 3 médecins que je citais, alors Karine Lacombe, pour ne citer qu'elle, qu'on voit régulièrement sur les différents plateaux de télévision, vous dites justement qu'il y a un véritable conflit d'intérêt, qu'il est clair, elle travaille pour un de ces laboratoires, c'est ça ? Elle a été rémunérée, on va dire un lien d'intérêt pour l'instant, un conflit d'intérêt présumé ou probable. Un lien d'intérêt, c'est certain. Libération a fait une enquête sur elle qui démontre et qui étaye ces liens d'intérêt, qui confine effectivement au conflit d'intérêt. En tout cas, ne pas l'avoir déclaré à la télévision, c'était déjà ça, c'était pas éthique et pas déontologique. En intervenant, en disant, voilà, dès le début, quand on recommande des actions, par exemple, ça m'arrive, moi, de recommander des actions, je dis clairement, je détiens telle ou telle action dans mon portefeuille. Je dis clairement, j'ai travaillé avec telle ou telle organisation. Et vous parlez notamment de BFM TV aussi, qui aurait des conflits d'intérêts, puisque les actionnaires de BFM TV et de certains laboratoires seraient étonnamment les mêmes, c'est ça ? Sont en commun, absolument. C'est pas moi qui ai levé le lièvre, je n'ai fait que répercuter l'information, mais il existe effectivement de grands liens d'intérêt entre Gilead Sciences et BFM TV. C'est tout à fait exact. Alors, parlons plus précisément de cette molécule de la chloroquine, mais plus particulièrement de la boîte de Plaquenil, qui coûte moins de 5 € et qui est fabriquée par le laboratoire français Sanofi. Alors, il est là, selon vous, le problème des lobbies pharmaceutiques. Ce traitement, vous le disiez, il n'est pas assez cher, donc ils ne vont rien gagner. Et on est comme souvent dans une affaire de gros sous, peu importe que des gens meurent. C'est ce que écoutez, quand votre pensée, ça. C'est pas uniquement ça, ça c'est certain. Je pense qu'il y a aussi des idiots utiles à cette polémique qui a une nature économique profonde. C'est tout à fait exact. On sait de toute façon que la coronavirus disease 2019 a un impact économique global et que cet impact économique a encouragé des États à mentir sur son importance, sur leur nombre de morts, etc. À partir du moment où vous vous êtes autorisé à mentir pour essayer de réduire, de mitiger un risque économique, bien entendu, vous savez que d'autres acteurs économiques vont mentir aussi. Donc, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Il faut le savoir. Dès lors que quelqu'un vous dit on est en guerre, eh bien, ça signifie que la vérité va être la première des victimes. Je vous renvoie aussi à l'excellent Alain Juillet, qui a été numéro 2 de la DGSE, qui disait en temps de paix ou en temps normal, vous avez entre une information sur 5 et une information sur 4 qui est fausse ou partiellement fausse. Une information sur 4 ou 5 qui vous arrive est fausse ou partiellement fausse. Entraînez-vous à décider laquelle en votre âme et conscience. En temps de guerre, c'est plus une information sur 4 ou 5, ça peut monter à 2 sur 5. Alors, c'est jamais faux frontalement. Je veux dire, pour faire de la fausse monnaie, il faut quand même qu'elle ressemble à de la vraie. Donc, un bon mensonge, c'est quelque chose qui est mélangé à de la vérité. Enfin, les effets secondaires de la chloroquine, c'est peut-être une information vraie. Pour l'instant, on ne le sait pas. Certains médecins semblent se cacher derrière ces potentiels effets secondaires. Oui, mais c'est ça une information fausse par demi-vérité. Il n'y a pas de pire mensonge que la demi-vérité. Ça, c'est quelque chose de le plus important pour vos auditrices et auditeurs. Il n'y a pas de pire mensonge qu'un mensonge qui est mélangé avec des morceaux de vérité. Un morceau d'humain n'est pas un humain. Un morceau de bœuf n'est pas un bœuf. Un morceau de vérité n'a jamais été une vérité. Quelqu'un qui a aménagé des bouts de vérité pour essayer de faire son argumentaire en enlevant toutes les vérités qui le dérangeaient est quelqu'un qui vous ment. Un demi-fait est un méfait. Ça, c'est une boussole à avoir en temps de paix comme en temps de guerre. Donc, je vais vous donner toute la vérité. Bien entendu, il existe des effets secondaires sur l'hydroxychloroquine puisqu'elle est un vrai médicament et que tout vrai médicament a des effets secondaires. Mais toutes les autres molécules qui sont prescrites aussi ont des effets secondaires qui sont d'ailleurs beaucoup plus graves et de très très loin, quand on doit donner toute la vérité, l'hydroxychloroquine était de très loin le médicament dont les effets secondaires étaient les plus
petits et les plus minimalistes et les plus connus depuis des décennies. Et ça, c'est toute la vérité. Par rapport à toutes les autres molécules qui sont déjà déployées dans cette crise, c'était de très très loin, je le dis sans embâche, le plus bénin. Et ça, on ne l'a pas dit. Donc, soit on a prescrit cette molécule ultra dangereuse qui soudainement s'avère ultra dangereuse alors qu'elle est prescrite à nos militaires en opération extérieure depuis des décennies, soit, eh bien, on vous ment. C'est aussi simple que ça. On vous ment par demi-vérité. On vous ment en mettant l'accent sur des faits qui sont en morceaux, des faits qu'on a choisis sélectivement en enlevant les faits qui dérangeaient. Et là, oui, clairement, quelqu'un qui prend de l'hydroxychloroquine, il faut lui faire passer un électrocardiogramme. C'est exact. Mais en face du risque de mourir par détresse respiratoire, cet effet secondaire très bien connu, très bien maîtrisé depuis 70 ans, ne pesait absolument rien. Alors Idriss Aberkan, le professeur Raoult bénéficie du soutien quand même de plusieurs personnalités, notamment politiques, de la droite marseillaise, qui sont faites pour certaines traitées à la chloroquine avec succès. C'était le cas d'ailleurs de Valérie Boyer, que nous recevions, j'allais dire, sur cette antenne, sur ce plateau la semaine dernière, députée LR. Mais la Macronie, elle, semble embarrassée par ce chercheur. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie volonté politique, selon vous, de discréditer les études du professeur Raoult ? Oui, maintenant c'est un combat à mort et je n'ai pas peur de dire ça à l'antenne. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement compromis en empêchant Raoult de travailler, parce que c'est ça l'idée, que maintenant, si jamais il s'avère vraiment de façon mondiale, et toutes les preuves aujourd'hui qui sont en train d'être réalisées dans les études cliniques, en particulier étrangères, et puis les retours d'expérience concrets des cliniques qui pratiquent le protocole Raoult, vont en direction évidemment de son intérêt thérapeutique pour les patients. Eh bien, ils se sont tellement compromis que là, on est rentré dans un combat à mort. C'est-à-dire que l'une des deux parties va devoir s'excuser platement et va devoir être abattue médiatiquement. Or, évidemment, il sera beaucoup plus facile d'abattre une seule personne qui a pris une initiative avec un seul institut en France que de reconnaître que le gouvernement français a menti et a embarrassé une des personnes qui a agi le plus tôt et le plus rapidement pour essayer de contenir cette crise. Le général Patton, que j'aime beaucoup cité et qui était le meilleur tacticien de l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait cette phrase « Suivez-moi ou hors de mon chemin ». Suivez-moi ou hors de mon chemin. Il y a un épisode même en Sicile où toute une colonne de l'armée américaine était bloquée sur des routes exposées à des tirs ennemis. Elle était bloquée. Il a remonté cette colonne avec sa Jeep pour trouver sur un pont deux ânes qui ne voulaient pas avancer et qui bloquaient ce pont. Et la procédure militaire classique voulait bien évidemment que ces ânes, qui sont des propriétés civiles, et avec le capitalisme on ne rigole pas, devaient être protégés, ou en tout cas ne devaient pas être tués par l'armée américaine. Patton a sorti son revolver, il a mis une balle dans la tête de ces deux ânes, il les a fait jeter par-dessus le pont. Il a dit, vous avez toute une colonne en mouvement qui est censée percuter le flanc ennemi, qui est arrêtée par deux ânes, mais vous êtes complètement fous, les amis. Eh bien, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose qui s'est passée avec le professeur Raoult. On a des ânes qui se sont mis sur le chemin de la première personne à répondre à cette crise majeure qui aujourd'hui fait 5000 morts par jour dans le monde. Idriss Aberkan, vous restez avec nous. Nous sommes toujours en direct dans Les Incorrectibles sur Sud Radio jusqu'à 14h. On fait une courte pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Radio Les Incorrectibles. Éric Morillo. Nous sommes de retour dans Les Incorrectibles, toujours en direct avec Idriss Aberkan, qu'on remercie d'être à distance, on le dit, pour raison de confinement avec nous jusqu'à 14h en direct, donc dans Les Incorrectibles. Alors on parle évidemment de cette crise sanitaire et tout d'abord du professeur Raoult qui ne laisse vraiment pas indifférent. Idriss Aberkan, vous disiez récemment dans une des vidéos, des nombreuses que vous publiez sur YouTube, il faut savoir, je vous cite, être dans le camp de ceux qui écrivent les manuels de demain plutôt que dans le camp de ceux qui lisent les manuels d'hier. Pour vous, le professeur Raoult, c'est un visionnaire dans son domaine ? Alors ça, c'est certain. D'abord, sur le plan scientifique, on a quelqu'un qui a fait des découvertes majeures en biologie qui confinent à la nobélisation. Ça, faut pas l'oublier. On a affaire à quelqu'un qui a découvert les mammavirus, qui a littéralement vaincu, plusieurs maladies très graves. Et donc, oui, bien entendu, les travaux de Raoult ont leur place dans l'histoire scientifique et l'histoire de la biologie. Maintenant, il est tout à fait exact, et c'est ce que disait le général Ulysse Grant, général américain Ulysse Grant, qui a été président ensuite. Il disait, sans vouloir dénigrer la science militaire, si vous faites la guerre en suivant les manuels, vous la perdrez. Ça, c'est quelque chose de frontal. Si vous faites la guerre en suivant les manuels, vous la perdrez. Napoléon à Austerlitz a gagné sa bataille parce qu'il a laissé aux ennemis le plateau de Pratzen. Tous les manuels disaient qu'il fallait occuper les hauteurs.
Eh bien, Napoléon a dit, je n'occuperai pas les hauteurs et en suivant les manuels comme des imbéciles, eh bien, mes ennemis vont tomber dans mon piège. Les crises sont des pièges que nous tend l'histoire. Les crises sont des pièges qui nous obligent à réagir et à éviter la pétrification mentale. Et c'est exactement cela que Raoult a fait. C'est-à-dire qu'au lieu, évidemment, d'attendre des résultats qui mettront des semaines à arriver, alors que la crise aujourd'hui culmine à 5000 morts par jour dans le monde, eh bien, il a décidé de pratiquer un empirisme sans risque, il faut bien le rappeler, sans risque, puisqu'avec des molécules autorisées sur le marché et en vente libre depuis des décennies jusqu'à récemment même, eh bien, il a décidé de pratiquer un empirisme qui était prometteur et dont ses études préliminaires ont démontré qu'il était prometteur. Les manuels lui ont reproché cet empirisme, mais l'expérience, et on pourrait bien entendu dire le bon sens, sont en sa faveur et ont démontré que c'était la meilleure décision à prendre. Alors Idrissa Berkane, justement, on va un peu parler maintenant plus en détail de la gestion de cette crise sanitaire par le pouvoir, par l'exécutif. Vous disiez justement, pour faire cette transition avec cette polémique autour du professeur Raoult, vous disiez donc parmi les nombreuses déclarations que vous avez faites récemment, je vous cite encore, mettez toujours un outsider dans vos commissions. Or, le professeur Raoult, il était dans une commission, notamment celle du Conseil scientifique autour du président de la République, et c'est lui qui a claqué la porte de ce Conseil scientifique qui se réunissait autour du président. Pourquoi, selon vous? Il a dit qu'il était finalement hors jeu, il n'était pas écouté? Il n'a pas été écouté, c'est clair, puisque je rappelle que le protocole Discovery, qui prévoit déjà un blitz médiatique majeur, alors je vais vous donner un scoop, le protocole Discovery ne trouvera aucune efficacité notable de l'hydroxychloroquine. Voilà, je suis pas dans les secrets de ce protocole. Ah oui, j'en suis certain. J'en suis absolument certain. Le protocole Discovery, là comme ça, ne trouvera pas d'efficacité importante et objective de l'hydroxychloroquine, parce qu'il ne pratique pas le protocole Raoult, qui est donc hydroxychloroquine plus azithromycine tôt, et ce protocole pratique uniquement hydroxychloroquine dans des cas plus ou moins tardifs, même plus que tardifs que moins. Donc Raoult n'a pas été. Alors que vous dites justement qu'il faut le prendre de manière pas trop. Bien sûr, Raoult a démontré qu'il fallait. Absolument, Raoult a démontré clairement qu'il fallait le prendre tôt. Bon. Et l'étude Discovery non seulement n'utilise pas l'azithromycine, donc ce n'est simplement pas le protocole Raoult qu'elle teste, et donc toute information qui vous dira que l'étude Discovery contredit Raoult sera une fausse information. Toute information qui vous dira l'étude Discovery contredit le protocole Raoult, ce sera une fausse information, elle ne l'a pas testé. Et elle n'entend pas le tester. Selon moi, c'est une des raisons pour lesquelles Raoult a claqué la porte. Quand je dis qu'il faut mettre un outsider dans les commissions, c'est pas pour l'avoir en serre-livre, c'est pas pour l'avoir en chien de faïence, c'est pour l'écouter, c'est pour écouter ses recommandations. On ne l'a pas fait, donc Raoult ne pouvait que démissionner, que quitter cette commission, où il était vraiment, vous savez, comme le proverbe chinois, hein, garde tes ennemis, garde tes amis proches et garde tes ennemis encore plus proches. Alors Idrissa Berkane, vous-même, vous êtes aussi souvent critiqué, hein, vous laissez vraiment pas indifférent, c'est ce que je dis en voyant les différents commentaires sur les réseaux sociaux, et vous y allez fort quand même, hein, parce que vous dites aussi, alors là encore je vous cite, la corruption académique tue, en rappelant notamment l'affaire du sang contaminé, la tour d'amiante à Jussieu et autres. Dans le cas donc du professeur Raoult, vous pensez qu'on est encore dans une affaire de corruption académique? C'est une accusation très lourde que vous portez ici. Oui, c'est une accusation très lourde et je persiste et je la re-signe. Je suis un connaisseur très praticien de la corruption académique, je la connais bien. Vous la subissez peut-être aussi. Bien entendu, mais ça c'est certain. Mais quand elle me touchait moi-même, je n'ai jamais été véhément parce que il n'y avait pas mort d'homme. Il n'y avait pas mort d'homme. Là, par contre, il y a mort d'homme. Regardez dernièrement, quand on a des autorités académiques reconnues qui ont déclaré face caméra que les masques ne servaient à rien, quand on a le ministre de la Santé qui est entouré des meilleures autorités académiques de son pays, ou en tout cas de celles qui sont les plus reconnues, qui vous a dit face caméra que les médecins, sans aucune donnée, sans aucune preuve, les médecins qui contractent la maladie à coronavirus la contractent en dehors des hôpitaux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette affirmation qui est aussi grave que la négligence pendant l'affaire du sang contaminé, la négligence pendant le scandale du Mediator, ou bien l'affirmation frontale qu'un anticyclone magique était apparu aux frontières françaises pendant la catastrophe de Tchernobyl. Eh bien, ça, c'est de la corruption intellectuelle, ça, c'est de la corruption académique. Si des universitaires sont à côté et ne réagissent pas, ou même confirment cette affirmation, oui, c'est de la corruption intellectuelle, absolument. Et il n'y a pas d'autre mot pour la citer. La corruption académique en France est un fléau.
elle sert qui? Parce que vous y allez, je vous dis, particulièrement fort, hein, vous parlez même de La carrière, mafia. le principe de la corruption, c'est qu'elle sert votre carrière. Vous allez dans l'intérêt. Rappelez-vous, il y a un passage même sur l'Institut national de l'audiovisuel où vous avez un grand chercheur en physique nucléaire pendant la catastrophe de Tchernobyl qui enfume complètement. Ça y est, on a des archives, je veux dire, avec le recul, on le sait, qui enfume complètement son audience. Et bien derrière, vous pouvez assumer que cette personne aura des facilités pour sa carrière. Donc la corruption, c'est quand on attend, bien entendu, une facilité pour sa carrière ensuite. Et vous ne pensez pas, Idrissa Berkane, que juste le gouvernement applique le principe de précaution, exige des études approfondies, un certain recul, avant d'autoriser un tel traitement à grande échelle? Un principe de précaution sur une molécule autorisée depuis 70 ans, sur une molécule qui est prescrite à nos soldats en opération extérieure. Un principe de précaution à géométrie variable, puisqu'il n'est pas appliqué sur les autres antirétroviraux qui ont été immédiatement déployés dans les hôpitaux et dont on a très peu parlé des effets secondaires. Un principe de précaution face à une crise qui tue 5000 morts par jour dans le monde et dont on sait très clairement que rien ne tuera plus qu'elle. Un principe de précaution dans toutes ces circonstances-là? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Le principe de précaution a bon dos, mais il n'était absolument pas appliqué. Et d'ailleurs, le grand spécialiste des probabilités internationales, Nassim Nicolas Taleb, a clairement écrit, il l'a publié sur Twitter parce que c'est quelqu'un qui a à la fois de l'honneur et une grande indépendance intellectuelle. Il a dit, est-ce que moi, en tant que probabiliste, donc pas méthodologiste médical, probabiliste, chercheur fondamental en proba. Est-ce que moi, en tant que probabiliste, je peux dire que la chloroquine fonctionne? La réponse est je ne suis pas sûr. Est-ce que j'en prendrais si j'étais malade? 100% oui, car les risques sont très inférieurs à la probabilité qu'elle ait un effet thérapeutique. Donc, un des plus grands probabilistes au monde a immédiatement tranché le débat, quasiment dès le début. Il n'a pas été écouté. Donc, le principe, quiconque vous dit que c'est le principe de précaution qui a justifié un non-déploiement du protocole Raoult dans les hôpitaux, vous ment. Et je vais le dire très clairement, vous ment. Alors Idrissa Berkane, parlons un peu du confinement. Le professeur Raoult a dénoncé ce choix du confinement dans un entretien, c'était au Figaro Magazine. Il a affirmé il faut identifier et isoler les patients porteurs et les soigner au mieux de ce que la science permet. Nous n'avons pas pu ou voulu tester le maximum de malades pour les isoler et les traiter. Le bilan est là. Nous faisons partie des 4 pays dans lesquels il y a le plus de morts par million d'habitants. Quel est votre avis sur le confinement mis en place à l'heure actuelle par le gouvernement et les contrôles de police? Confinement est un aveu d'échec. Il faut être très clair là-dessus. N'importe quel spécialiste vous le dira, le confinement est un aveu d'échec. Vous confinez, c'est un peu comme le repli sur la Loire, si vous voulez, quand vous êtes pendant la guerre de 1870 ou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le repli sur la Loire, on ne peut pas dire que ça sera une victoire. Je crois qu'il faut être très très clair. Le confinement, c'est pareil. Vous avez perdu la première bataille qui est la plus décisive, qui était la bataille de masquer. Parce qu'il ressort de tous les pays qui ont été vaccinés politiquement par la crise du syndrome respiratoire aigu sévère, qui est dû aussi à un coronavirus en 2003, il ressort de tous les pays comme Taïwan, comme Hong Kong, comme Singapour, comme la Corée, qui ont été vaccinés par cette crise, qu'il fallait, dans l'ordre, masquer, tester, tracer, traiter. Je vais le répéter pour votre auditoire, c'est très important. Masquer, tester, tracer, traiter. C'est ça qu'il fallait faire. Et on le savait. C'est ça le plus grave. On le savait. On nous a dit que les masques ne servaient à rien. On nous a dit les yeux dans les yeux. C'est pour ça que j'insiste, la corruption académique tue. Et le terme corruption est même trop faible. La corruption académique tue quand elle vous dit les yeux dans les yeux que les masques ne servent à rien, qu'ils sont trop difficiles à déployer, alors qu'une étude de l'université de Cambridge a démontré qu'un masque de fortune, ça veut dire vous mettez un caleçon roulé sur le visage, vous mettez un bandana roulé sur le visage, vous mettez ça sur le visage, c'est mieux que rien. Étude de l'université de Cambridge. Eh bien, on n'a pas fait ça. Le premier confinement pour un virus qui fait moins que des dizaines de micromètres, bien évidemment, c'est à la bouche que ça se passe. Le premier confinement pour le virus, c'est la bouche et le nez. Idrissa Berkane, vous restez avec nous. Nous sommes en direct jusqu'à 14h sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. On fait une courte pause. On se retrouve dans un instant. Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles. Nous sommes en direct comme chaque semaine jusqu'à 14h avec notre invité Idrissa Berkane. Merci d'être avec nous. Alors on parle bien évidemment de cette gestion de la crise sanitaire par les pouvoirs publics. Alors juste avant de s'interrompre, on peut le rappeler, vous parliez de cette pénurie de tests, de masques et d'autres équipements. Qu'est-ce qu'elle dit, cette crise logistique de notre système, selon vous? Un manque d'anticipation coupable? Vous accusez derrière ces constats que vous faites? Bien, dès qu'il y a des morts, il faut accuser. Je veux dire, là, on rigole plus. Je ne suis pas le seul à accuser, puisqu'il y a des centaines... Non, mais alors concrètement, qui accusez-vous, Idrissa Berkane?
Bah, pour l'instant, c'est l'État. On va parler de l'État, c'est ça qui est grave. Il faut parler du gouvernement. On va parler du gouvernement français qui est responsable de cette C'est gabegie. Emmanuel Macron, c'est Édouard Philippe? Oui, bah, c'est la totalité. C'est Agnès Buzyn, c'est Olivier Véran, c'est le gouvernement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'exécutif a du sang sur les mains. On peut pas dire les choses autrement. L'exécutif a du sang sur les mains. Quand sa porte-parole déclare à tous les Français que porter un masque ne sert à rien et qu'en plus ils sont probablement trop incompétents pour pouvoir les porter, c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose qui a fait des morts. Donc vous les Oui, traitez de criminels, si je devais résumer, si vous allez presque jusque-là? alors, affirmer à des gens un mensonge médical est un crime, ça c'est tout à fait exact. Utiliser la parole de l'État pour affirmer un mensonge médical, ah oui, c'est un crime. On peut pas dire, je suis désolé. Il faut C'est dire une les choses de accusation la très façon. grave que vous portez. Vous considérez que Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont du sang sur les mains? Je considère que je ne suis pas le seul à considérer, hein, quand vous dites vous, là, utilisez le vous collectif, puisque 600 médecins portent plainte pénale contre ce gouvernement. 600 médecins portent plainte pénale. Moi, je suis aussi journaliste et je le rapporte. C'est-à-dire que clairement, il faut rapporter que 600 médecins portent plainte en responsabilité pénale du gouvernement dans la pire crise sanitaire des dernières décennies. Bien entendu, quand des gens meurent par votre négligence, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Alors Idrissa Berkane, nos confrères de France Info ont publié dernièrement une enquête intitulée Comment la France a sacrifié sa principale usine de masques basée en Bretagne, où l'on apprend comment et pourquoi l'usine de Plaintel dans les Côtes-d'Armor, spécialisée dans la fabrication des masques respiratoires, notamment les FFP2 indispensables au personnel médical, a fermé en 2018 après avoir été racheté par un groupe américain, alors que l'État français, qui avait déjà pour ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, s'était engagé à commander à l'entreprise plusieurs millions de masques chaque année avant de se retirer. La présidence de la République n'a évidemment voulu faire aucun commentaire. L'État, vous le dites, hein, vous soulignez sa responsabilité selon vous. Il devrait être jugé pour ces divers manquements. Vraiment, là-dessus, vous Non, il va soutenez devoir donc faire face à ses responsabilités, ça c'est certain. il y aura des comptes à Bruno Le... rendre. Oui, bien sûr, des comptes à rendre. Bruno Le Maire qui donc Intellectuels, nous moraux? disait, non, intellectuels, moraux et pénaux. Pénal. Pénal. C'est ça qu'on va utiliser comme terme. Pénal. Donc oui, bien entendu, des comptes à rendre. Bruno Le Maire qui nous dit dernièrement qu'il entend moraliser le capitalisme et entreprendre un capitalisme à visage humain. Hein. Ce ne sera pas le premier à avoir dit ça. Alors je le dis pour toutes vos auditrices et tous vos auditeurs, ne jugez jamais vos politiques à leurs paroles. Je n'arrive pas à croire que j'en sois encore à l'expliquer à l'antenne. Ne jugez jamais vos politiques à leurs paroles. Ne jugez vos politiques qu'à leurs actes. Les paroles ne coûtent pas cher, les actes coûtent cher. Donc, quand on a un Bruno Le Maire qui vous dit qu'il va moraliser le capitalisme, et puis pourquoi pas entreprendre une réforme mondiale des marchés financiers, et puis de son ennemi la finance, pour paraphraser François Hollande, demandez-lui d'abord tes actes. Tu avais une commande à passer effectivement pour un fabricant français de masques, tu t'es rétracté, tu as mis ce fabricant français de masques dans le rouge, et il y a des morts à cause de ça. Je vais répéter cette phrase pour que vos auditrices et auditeurs l'entendent bien. Il y a des morts à cause de cela. Car quiconque a refusé de masquer et quiconque a désarmé la France de ces masques a des morts sur la conscience. Les masques étaient l'équivalent pour le coronavirus du préservatif pour le sida. Comme on n'avait pas de préservatif, on nous a dit que ça ne servait à rien. Et ça, oui, c'est criminel. Alors Idrissa Berkane, dans de nombreuses vidéos que vous publiez très fréquemment sur YouTube, il y en a une dernière, la récente, dans laquelle évidemment vous faites beaucoup de références au vocabulaire guerrier, puisque de toute façon c'est Emmanuel Macron qui l'a dit lui-même, nous sommes en guerre contre un virus invisible. Quelles sont les leçons de cette crise à tirer? Quelles leçons retenir du, je vous cite, brouillard de guerre? En guerre, vous dites l'information n'est jamais parfaite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est von Clausewitz, un des plus grands penseurs de la stratégie et de la tactique militaire du temps de Napoléon. Et donc, Clausewitz a dit, en temps de guerre, il y a un brouillard de guerre, c'est-à-dire on ne sait pas ce que fait l'adversaire. L'information n'est pas complète. En temps de guerre, retenez bien ça, au début de la guerre, il y a peu de morts et peu d'informations, et à la fin de la guerre, il y a tous les morts et toute l'information. En temps de guerre, et en temps de crise, si vous n'aimez pas le mot guerre, même si encore une fois je l'emprunte à Macron, en temps de crise, eh bien, vous avez peu d'informations et peu de morts au début, et toute l'information et tous les morts au début. Ça signifie qu'en temps de crise, et le mot grec pour crise, c'est décider, krinein, le verbe décider, qui a donné le mot crise. Eh bien, en temps de crise, l'information, ça se paye en morts. Donc, la grande leçon à retenir de cette crise, d'abord et avant tout, c'est la faillite des premiers de la classe. Parce que voilà, venons-y. Venons-y aux premiers de la classe.
Les premiers de la classe sont appris. Vous êtes un premier de la classe? Absolument pas, absolument pas. Je suis un premier de la classe excommunié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me suis rendu compte à Normal Sup que le premier de la classe, quand il a le choix entre la conformité ou la vérité, il préfère la conformité. C'est-à-dire quand il est mis dans cette situation, dans ce moment de vérité, de choisir entre faire partie d'une tribu ou accepter la vérité, même si elle fâche, eh bien, il préfère faire partie d'une tribu. Le premier de la classe, en temps de crise, il a été formé pendant des décennies à ce que l'information soit toujours parfaite. Ça, c'est le problème du premier de la classe. Il ne sait décider que quand l'information est parfaite. Il est complètement perdu quand l'information est imparfaite, ce qui est pourtant la nature d'une crise. Donc, le premier de la classe, pendant 20-30 ans, il a appris que l'information n'avait que deux sources, les manuels et la maîtresse. Et la maîtresse, ça devient l'État, le gouvernement, l'autorité. Les manuels et la maîtresse. Ça, c'est la façon dont le premier de la classe a été conformé. C'est un conformé en un seul et en deux mots à se dire, voilà, l'information est toujours parfaite, je ne peux prendre de décision que quand l'information est parfaite. Mais alors, Emmanuel Macron, pour vous, c'est un premier de la classe ou pas? Évidemment. Évidemment. Citez-moi une décision iconoclaste qu'il ait prise dans les 5 dernières années. Citez-moi une. Pour vous, le pire… Non, mais c'est moi qui vous demande justement, pour vous, ne pas décider, c'est la pire des décisions, c'est ça? Ça c'est certain. Je vous rappelle, ça fait longtemps en France qu'on sait que les moments de vérité historique larguent les premiers de la classe. Je veux dire, c'est pas du tout un hasard si Maurice Gamelin, le bien nommé, était major de Saint-Cyr. J'ai rien contre Saint-Cyr, ça reste une très bonne école et elle a formé des héros, disons-le. Mais prendre quelqu'un qui en est totalement major et qui dirigeait la Deuxième Guerre mondiale depuis Vincennes, tout de même depuis Vincennes, comment vous pouvez avoir des informations fraîches quand vous êtes à Vincennes en pleine invasion ennemie? Là, c'est pareil, on a une invasion d'un virus dangereux, mais bénin si on sait le gérer. Faut quand même rappeler ça. Ça n'aurait pu être qu'une simple grippe. Ce virus aurait pu être une grippette si on l'avait bien géré. Parce que les Taïwanais, les Coréens et les Hongkongais n'ont eu que, à eux tous, Taïwan et Hong Kong, je crois qu'ils n'ont eu que 6 morts dans toute la crise. 6 morts, vous vous rendez compte? Pour des villes très densément peuplées, 6 morts. Donc si on avait bien su gérer cette crise, elle n'aurait fait que très peu de morts. Et j'aimerais revenir… Il ne fallait pas écouter les manuels. Idriss Aberkane, justement, vraiment, vous y allez fort. Je vous dis dans les différentes vidéos que j'ai vues de vous, vous dites justement, en parlant de ces premiers de la classe, ce sont des gros nuls en gestion de crise. Vous allez même jusqu'à dire ce sont des nazes. Non, pardonnez-moi, vous m'avez un petit peu édulcoré là. J'ai dit ce sont des tanches, des blaireaux, des nazes. Parce que quand il y a des morts, c'est le terme qu'il faut utiliser. Le général Patton, encore une fois, qui savait prendre des décisions face à des morts, disait « Quand je veux que mes hommes se rappellent de quelque chose, je le leur dis 2 fois plus salement. Ce n'est peut-être pas bon pendant une partie de bridge, mais en tout cas, pour diriger une armée qui doit prendre des décisions rapides et qui doit se rappeler de choses importantes, c'est la meilleure façon de faire. La profanité est l'épice du discours. Si vous en mettez trop, c'est écœurant. Si vous n'en mettez pas assez, c'est fade. Donc, bien entendu, j'assume complètement ces propos qui sont visibles sur ma chaîne YouTube. Les premiers de la classe en situation de crise sont des tanches. Et pardonnez-moi, c'est une excuse pour ce charmant petit poisson, parce qu'ils vont prendre des décisions qui vont tuer des gens. Je reprends Nassim Nicolas Taleb, qui a attaqué lui-même. Alors, il est carrément, lui, beaucoup plus courageux que moi, puisqu'il a carrément attaqué l'OMS sur Twitter. Il a dit l'OMS est une imposture. C'est ce que Taleb a écrit. Parce que l'OMS a recommandé de ne pas porter de masque. J'ai même l'impression que la meilleure recommandation que l'OMS ait faite pendant la crise du coronavirus, c'était de jouer aux jeux vidéo pendant leur confinement. C'est peut-être la recommandation la plus intelligente qu'ils aient faite. Et parce qu'ils l'ont fait officiellement. Ils ont dit jouer aux jeux vidéo pendant votre confinement, c'est très bien. Mais l'OMS a dit les masques sont totalement inutiles pour les personnes qui ne sont pas atteintes. Et là, vous voyez qu'Olivier Véran alors je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, c'est réévaluer la doctrine, quelque chose comme ça. Oui, depuis aujourd'hui, oui. Voilà, au lieu de dire on a menti, au lieu de dire on s'est foutu de vous, il y a eu des morts à cause de nos décisions, on va réévaluer la doctrine. Je suis très content de savoir que la réévaluation des doctrines est effectivement la priorité du gouvernement dans une situation de crise qui fait 5000 morts dans le monde. Donc oui, le mot tanche était trop faible. Vous me demandiez tout à l'heure, là, vous m'avez pris à partir en me demandant quelle décision a prise Emmanuel Macron. Alors, il y en avait une notamment, les élections municipales, la tenue du premier tour de ces élections municipales. Vous en avez pensé quoi? Eh oui, ça, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Je l'ai dit 3 fois. C'est un crime 4 fois. C'est un crime d'avoir organisé ces élections municipales, selon vous? Oui, c'est un crime. Je vais les plaire. Charlie, Roméo, India, Mike, Echo, crime. Avoir exposé les Français en plus âgés, puisque dans les municipales, on sait qu'il y a un biais. On sait qu'il y a un biais. L'âge moyen de la France n'est pas l'âge moyen des personnes qui votent au municipal.
Donc, avoir mis en danger, exposé pendant la plus grande crise sanitaire des dernières décennies des gens, alors qu'on sait que ça ne servait à rien. Là, quand on parle de prise de risque, quel était l'intérêt de faire ça? Quel était l'intérêt supérieur du peuple français de l'envoyer aux urnes pendant qu'il était exposé à la pire crise sanitaire des dernières décennies? Quel était l'intérêt de faire ça? Aucun. Absolument aucun. Est-ce que on pourrait pas rapprocher ça d'une autre déclaration que vous faites justement et qui finalement à toute fin les moyens sont bons? Vous dites que la guerre est une continuation de la politique par un autre moyen. Là aussi, qu'est-ce que vous entendez par là? Non, c'est Clausewitz, encore une fois, qui a dit ça, et ça, c'est valable pour la guerre entre deux factions. Hein, si vous avez un pays qui attaque un autre pays, Bismarck, par exemple, faisait la guerre pour continuer sa politique. Louis XIV inscrivait sur ses canons Ultima ratio regum, le dernier argument des rois. Maintenant, il est vrai que cette citation, elle a un certain fond de vérité, même dans une guerre où l'ennemi n'a pas d'intention particulière. Le coronavirus, c'est même pas quelque chose de vivant. Un virus, c'est quelque chose qui est aux frontières du vivant, mais qui n'est pas vivant, n'a pas une intention particulière de nous tuer. Bon, mais dans les situations de crise, effectivement de guerre, la politique s'exprime toujours et préserve ses intérêts. Et donc, on peut le voir en un sens, c'est-à-dire que la vérité politique a primé sur les décisions importantes, enfin, sur l'intérêt général, quoi, sur l'intérêt du peuple français. Mais Idriss Aberkane, vous pouvez quand même admettre que la décision en temps de crise, en temps de guerre, elle est difficile quand même. Si vous étiez aujourd'hui président de la République, admettez que vous prendriez peut-être pas toutes les décisions comme ça sur l'impulsion d'une décision. C'est totalement une impulsion. Je veux dire, Raoult, avec ses milliers de publications académiques à comité de lecture, n'était pas un impulsif. Il s'est précipité pour tester quelque chose sur 2 molécules génériques bénignes qu'on prescrit à nos militaires en OPEX, etc. Bon, il a essayé de le faire parce que d'ailleurs c'est un médecin de guerre. Il a été formé à la médecine de guerre, le professeur Raoult. Donc on peut pas du tout parler d'impulsion. Simplement, c'est une réalité de la guerre. Et regardez d'ailleurs comment les généraux américains ont réagi. Hein. Vous regardez le discours de cet excellent général américain, je crois 3 ou 4 étoiles, qui a expliqué, il a dit il faut des solutions simples, low-tech, rapides. On va réquisitionner les hôtels. On va utiliser leur climatisation pour les mettre en surpression. En l'occurrence, c'est les États-Unis qui sont parmi les plus touchés en ce moment, Idriss Aberkane. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont perdu la première bataille, ça c'est clair, hein, masqué, etc. Un pays comme les États-Unis ne pouvait pas se préparer à ça, ça c'est clair et net. Donc masqué et testé, oui, c'est une bataille qu'ils ont perdue. Maintenant, ils sont en train d'essayer de gagner les 2 autres batailles qui sont donc tracées et traitées. Et donc, tracer, oui, le confinement est une forme de traçage, hein, si on veut. Une fois qu'on a perdu masqué, testé, le confinement a l'avantage de faire tracer et en quelque sorte masquer puisque vous êtes confiné. Mais en tout cas, ils ont été très clairs. Ils ont dit qu'il faut des solutions low-tech, rapides, immédiatement déployables et simples, ce qu'on appelle foolproof, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rater, quoi. Et ça, c'était une communication de temps de guerre qui était tout à fait claire parce qu'ils connaissent un petit peu quand même la guerre bactériologique et la guerre biologique, nos amis américains. Donc non, c'est pas une impulsion. En temps de crise, il faut clairement pas virer tous les premiers de la classe, clairement pas. Mais faire des commissions consanguines où tout le monde pense pareil, je vais reciter le général Patton une 3e fois, quand tout le monde pense pareil, il y a quelqu'un qui pense pas. Eh bien, quand on a dans une commission tout le monde qui pense pareil, et qui en plus se ligue pour virer le seul gars qui ne pense pas pareil, et c'est bien sûr au professeur Raoult que je fais allusion, eh bien, vous savez que les bonnes décisions ne seront pas prises. Clairement. Vous dites aussi dans ces vidéos que vous publiez, notamment la récompense de la poignée de main performe mieux que l'argent. C'est important la reconnaissance dans cette situation? En situation créative. C'est ce qu'on appelle l'effet de surjustification. Il a été démontré effectivement en neuropsychologie ou en psychologie cognitive dans une tâche de créativité. Quand vous donnez de l'argent aux gagnants, eh bien, ils performent moins bien. Parce qu'en fait, la récompense, l'argent, stimule la conformité, les œillères. La récompense encourage les œillères. Donc, elle est très bien quand vous voulez optimiser le comportement d'une équipe, quand une équipe, vous attendez d'elle un comportement prévisible. Mais en situation d'imprévisibilité, en situation de créativité, la récompense est contre-productive. C'est connu en neurosciences cognitives. Et effectivement, le problème, encore une fois, d'un premier de la classe, c'est que, j'insiste, hein, entre la conformité et la vérité ou la décision en temps de crise, il va préférer la conformité. Un premier de la classe, entre réciter sa leçon et agir en temps de crise, le calcul est vite fait. Il va réciter sa leçon. Et donc, c'est ce que j'ai vu. Par exemple, quand j'ai posté sur Twitter un document qui montrait qu'il y avait une corrélation nette entre porter des masques et bien gérer la crise. Eh bien, immédiatement, toute une bande de premiers de la classe sont arrivés en disant la corrélation, vous savez, moi j'ai appris dans les manuels que la corrélation n'est pas forcément causale. C'est tout à fait exact. Hein. Il y a une corrélation, par exemple,
entre manger au McDo et avoir une bonne santé cardiovasculaire, elle n'est pas causale parce que au McDo, les gens sont plus jeunes que la moyenne et les gens plus jeunes que la moyenne ont un meilleur cœur. Donc, c'est pas une corrélation causale, c'est exact. Mais une corrélation entre porter des masques et bien gérer une crise virale de la sphère ORL, bande de crétins. Vous croyez vraiment qu'elle est due au hasard? Vous êtes prêt à parier combien de vies humaines qu'elle est due au hasard? Et c'est ça les questions que le premier de la classe est incapable de se poser. Parce que être dans le syndrome du premier de la classe, au fond, c'est être dans le même syndrome que le trouble obsessionnel compulsif. C'est-à-dire, tant que les mycanos ne sont pas bien alignés, tant que les balles de revolver ne sont pas bien alignées, je ne les mettrai pas dans mon arme pour me défendre. Parce que je suis obsessionnel compulsif. Vous citez même Rommel, hein? Vous allez même jusqu'à citer Rommel. Bah oui, Rommel, puisque et d'ailleurs, immédiatement, on a un premier de la classe qui est arrivé puis qui a fait la promotion de son livre sur Rommel. Il a saisi l'opportunité, le type, de faire la promotion de son livre sur Rommel, alors qu'on parlait simplement d'une réalité. Qui n'était pas le type le plus recommandable quand même, mais bon, vous dites ça, on le met de côté. Non, mais même pas. C'est un fait. C'est-à-dire que j'ai cité ensuite les alliés en face. Ce qu'a fait Rommel en 40, c'était clairement qu'il a utilisé des canons qui étaient des canons anti-aériens, les canons de 88, et comme il était pris sur son flanc par l'armée française, il a décidé de les incliner pour tirer sur les tanks. Il n'avait rien à perdre. Dire au pire, ça marchait pas. Il n'a pas attendu un double aveugle. Il a utilisé des canons anti-aériens et il les a pointés sur les chars français, qu'il a anéantis en faisant ça. Alors après, évidemment, par volonté d'équité, j'ai aussi cité les Alliés. C'est une expérience très intéressante. Il y avait un soudeur pendant le débarquement de Normandie qui a réutilisé les obstacles anti-tanks des nazis. Il les a soudés devant les chars Sherman pour en faire des bulldozers, pour qu'ils puissent arracher le bocage et avancer plus vite. Ça, c'est quelque chose que l'armée française aurait été incapable de faire en 40, parce qu'elle ne pouvait pas faire de retour d'expérience. Jamais un sergent n'aurait été écouté par un général. L'armée américaine, si. Elle a écouté ce sergent qui était soudeur, qui a pris ces obstacles anti-chars nazis et les a mis à l'avant des chars américains qui ont pu progresser dans le blocage rapidement. C'est ce qu'on appelle du bricolage, c'est ce qu'on appelle du quick and dirty. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir en temps de guerre. Et quelqu'un qui arrive en disant « mais enfin, monter ces obstacles anti-chars allemands sur les chars ne respecte pas la directive 442 ou, pour citer Astérix, c'est la maison qui rend fou, le laisser passer à 38 », eh bien cette personne-là est un traître. On ne peut pas dire les choses autrement. Idriss Aberkane, vous êtes avec nous en direct jusqu'à 14h sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Ne bougez pas, on vient dans un instant pour la dernière partie. Et oui, déjà, de l'émission. À tout de suite. Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles pour la dernière partie de l'émission, en direct toujours jusqu'à 14h sur Sud Radio. Nous sommes avec Idriss Aberkane, spécialiste des neurosciences, avec qui nous parlons bien sûr de la gestion de cette crise sanitaire du Covid-19. Alors juste avant de s'interrompre, vous parliez de ce qu'il fallait faire et notamment de ce quick and dirty. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous préconisiez ? Alors, ce qu'on appelle le quick and dirty, c'est quand vous faites un bricolage rapide qui respecte pas les règles. Donc, j'avais cité ce sergent américain pendant le débarquement de Normandie, qui a pris des obstacles anti-chars, qui les a soudés à l'avant des Sherman. C'était quick and dirty, ça marchait. Je vais même aller plus loin. Vous savez, Microsoft, par exemple, a fait fortune en sortant DOS et Windows. DOS, pour eux, ça voulait dire Disk Operating System. Ils sont devenus très riches en le louant à tous les fabricants d'ordinateurs des années 80, en louant ce Disk Operating System. Vous connaissez son histoire. En réalité, Bill Gates et Paul Allen allaient racheter, d'ailleurs il n'avait même pas encore racheté, un système d'exploitation, un Disk Operating System, qui était complètement pété, qui était bourré de bugs, qui était bourré de failles de sécurité, qui était codé avec les pieds, et qui s'appelait QDOS. Et QDOS, ça voulait dire Quick and Dirty Operating System. Ils ont été les premiers à l'adopter, ils ont été les premiers à le mettre sur le marché, ils ont été les premiers à devenir très, très, très riches avec, et à créer des centaines de milliers d'emplois, directs plus indirects. En France, on aurait dit, mais non, c'est quick and dirty, c'est pas bien. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que cette notion du quick and dirty, non seulement elle était vitale et absolue. Mais vous comprenez que c'est difficile à entendre de dire qu'en temps de crise, il faut faire du bricolage. Qu'est-ce qui est le plus difficile à entendre? De remettre ses pendules à l'heure en sachant que le bricolage est vital en temps de crise ou d'accepter 5000 morts par jour dans le monde? Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Accepter que 5000 personnes vont crever la bouche ouverte, littéralement, puisque c'est une crise de détresse respiratoire, ou bien accepter qu'on va simplement remettre son logiciel à jour? Eh bien, vive les mises à jour. S'il s'agit juste d'une mise à jour intellectuelle, vive les mises à jour, vraiment. Parce qu'entre mettre son logiciel intellectuel à jour et laisser 5000 personnes par jour dans le monde crever la bouche ouverte, il n'y avait même pas à se poser la question. Mais vous savez bien, Idriss Aberkane, que beaucoup vont vous traiter de complotiste ou d'arrière-pensée en parlant de ce gouvernement français. Qu'ils apportent des preuves.
Les accusations graves doivent venir avec des preuves. Moi, j'ai accusé les gens gravement, j'ai apporté des preuves. Il est tout à fait exact qu'il y a eu des conflits d'intérêts, et même Libération l'a cité. Il est tout à fait exact qu'il y a eu des mensonges d'État, puisque ça y est, on en a les preuves aujourd'hui. Apporter des preuves, toute accusation doit être prouvée. Ce virus, il a quel potentiel de dangerosité selon vous, vous qui êtes un scientifique? Il avait le potentiel, quand Raoult a dit que ça ne pouvait être qu'une grippette, il avait tout à fait raison. Si ce virus avait été bien géré, les conséquences auraient été rigolotes tout au plus. Si on avait, je répète, les 4 étapes qu'on connaissait, on ne peut pas dire qu'on les connaissait pas, on les connaissait. La Corée les connaissait, Hong Kong les connaissait, Singapour les connaissait, Taïwan les connaissait. Eh bien, c'était masquer, tester, tracer, traiter. Si on avait été bon dans les 4, on avait 4 morts en France. On avait peut-être 10 morts. Si on reporte au chiffre de morts par million de Taïwan, c'était probablement ça qu'on aurait eu, moins de 10 morts. C'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Et je rappelle, Mediapart en a parlé, d'autres journaux en ont parlé, que oui, le gouvernement a camouflé, a dissimulé les chiffres des morts, puisque les morts des maisons de retraite, des EHPAD, n'ont pas été comptabilisés pendant toute une période de la crise, si tant est qu'ils le soient encore aujourd'hui. Donc oui, ce coronavirus pouvait être bénin. C'est ça le pire. Pour les gens et même pour l'économie. Parce que sachez que les points de chômage font des morts aussi. Il y a tout un tas d'études en économie qui démontrent que quand le chômage augmente, il y a une mortalité qui augmente, la mort augmente, les violences conjugales augmentent, etc. Donc, il va y avoir une suite de morts du coronavirus qui est sa conséquence sur l'économie. C'est-à-dire que quand vous en êtes à devoir confiner tout le pays, vous avez des restaurants qui vont fermer, vous avez des magasins qui ne pourront pas payer leurs factures, vous avez des gens qui vont se retrouver au chômage nu. Et ça, c'est aussi parce qu'on a mal géré la crise. Donc, non seulement des gens en sont morts parce que médicalement, on a mal géré cette crise, mais ensuite, il va y avoir des morts économiques. Des morts économiques qu'il faut regarder en face et qu'on aurait pu éviter parce que Taïwan n'a pas confiné, Singapour n'a pas confiné, Hong Kong n'a pas confiné. Mais ça vous dit pas, parce qu'ils ont masqué. Ça vous dit pas non plus que c'est peut-être aussi l'échec de l'Europe, parce que regardez, la situation en Grande-Bretagne, elle n'est pas meilleure. La situation en Italie, en Espagne, il y a qu'en Allemagne où on a l'air de gérer un peu mieux la crise. Voilà, on va pas dire un peu mieux, on va dire un peu moins mal à ce niveau-là. Mieux, c'est quand on est comme les Taïwanais. Eux, à l'échelle collective, si on peut vraiment parler de premiers de la classe, eux, à l'échelle collective, ont été les premiers de la classe. C'est vrai. Les premiers du concours de l'histoire. Pas de la classe, du coup, parce que c'est une classe où il n'y a pas de maîtresse. La seule maîtresse, c'est l'histoire. Quand l'histoire vous juge, ça, c'est la vraie leçon. Eh bien, eux, face à l'histoire, face au coronavirus, ont été excellents. Les Allemands ne leur sont pas arrivés à la cheville, c'est un fait. Par contre, ils ont été meilleurs que les Français. C'est tout à fait exact. Il n'y a eu aucune entraide, aucune solidarité européenne. Je rappelle que la Commission européenne, sans rire, hein, vraiment sans rire, enfin, si tant est qu'on puisse rire, à 5000 morts par jour dans le monde, la Commission européenne se posait très sérieusement la question prioritaire et absolue de l'entrée de l'Albanie dans l'Europe. On est dans la pire crise des dernières décennies, on est dans la pire crise financière, peut-être de l'histoire de la finance. Je pèse mes mots, hein, je vais répéter cette phrase. On est dans la pire crise financière, peut-être de l'histoire de la finance. Devant 1929, devant 2008, bien entendu devant la crise Internet, devant la crise de 1848 qui avait foutu Louis-Philippe dehors, et devant toutes les crises connues, même peut-être la crise de John Law en Angleterre. Eh bien, face à cette crise-là, la Commission européenne s'est dit, tiens, ordre du jour prioritaire aujourd'hui, on va discuter de l'adhésion de l'Albanie dans l'Union européenne. Pardon, hein, mais vous êtes cons ou quoi? Idriss Aberkan, alors on parle bien sûr notamment de la Chine comme un modèle maintenant dans cette gestion de la crise. Néanmoins, la Chine, alors on va donc le rappeler, elle a rendu hier hommage à ses morts en observant une journée de deuil national, mais on l'accuse toujours de mentir sur ces chiffres. 3300 semble en effet un nombre bien faible au regard de sa population totale et des chiffres annoncés en Europe et aux USA. Voilà, là-dessus on est d'accord. Vous pensez qu'ils ont sous-estimé l'ampleur des morts? Oui, ça c'est certain. On dit que la Chine a été exemplaire. Non, 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 calmons-nous. Les exemplaires, c'est Hong Kong, c'est Taïwan, etc. Je ne prends absolument pas parti dans les conflits politiques qu'il y a entre Taïwan, Hong Kong et la Chine. Je suis même plutôt neutre, enfin pas plutôt, je suis neutre là-dedans. La Chine est un très grand pays qui a un potentiel d'innovation majeur et qui est en train d'investir dans une politique écologique qu'on ne lui connaît pas et qu'on ne lui reconnaît pas dans les médias, même si aujourd'hui c'est un pays qui a des problèmes écologiques graves. Mais clairement, dans la crise du coronavirus, on ne peut pas dire qu'ils ont été totalement exemplaires. Par contre, c'est vrai que face à nous, oui, ils l'ont été, puisque même si c'est certain qu'ils ont triché sur leurs chiffres, bah oui, mais la France aussi a triché sur ces chiffres. Je veux dire, les EHPAD, oui, on n'a pas comptabilisé. Ça y est, on a les preuves de ça. On a les preuves que les chiffres ont été revus à la baisse.
Donc, on n'a pas de leçon à leur donner. Par contre, oui, ils ont eu une capacité à réagir rapidement. C'est exact. Et c'est un professeur chinois qui avait déjà identifié le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère, à savoir le professeur Zhong Chan, qui est un des plus grands virologues au monde. Donc, oui, la Chine a été bonne. La Chine a été bonne d'un point de vue santé publique. Exemplaire, non. Non, exemplaire, c'est Taïwan, c'est Hong Kong. On va bientôt arriver au terme de cette émission. Idriss Aberkane, il y a quelques mois, on recevait Alain Finkielkraut dans cette émission qui disait qu'on a mis un gamin à l'Élysée, qu'on risque de le payer un jour très cher. Vous pensez que c'est un gamin qu'on a mis à l'Élysée ? Écoutez, je crois que c'est un autre de vos prestigieux invités, à savoir François Asselineau, qui a dit malheur à toi, pays qui a un enfant pour roi. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est biblique. Malheur à toi, pays qui a un enfant pour roi. Il y a une règle. C'est une règle qu'on appelle l'antifragilité. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. L'antifragilité, c'est ne mettez comme leader que quelqu'un qui a pris des branlées. Vous savez, c'est dans les Simpsons, il y a une scène comme ça où il y a un type qui pète les plombs et il dit il y a deux choses qu'on n'apprend pas à Harvard, se servir d'un fusil à pompe et gérer l'échec. Il y a deux choses qu'on n'apprend pas à Harvard, se gérer l'échec et se servir d'un fusil à pompe. Eh bien, gérer l'échec. Prenez des gens comme leaders qui ont pris des claques. Prenez toujours des leaders qui ont connu des échecs, soit familiaux, soit personnels, donc en général, soit financiers, que sais-je, des gens qui ont connu la défaite, des gens qui ont déjà été éprouvés par la vie, des gens qui ont eu, que sais-je, une fille trisomique, des gens comme Charles de Gaulle, des gens qui ont eu, que sais-je, qui ont perdu un proche, un enfant, dont une des sociétés a fait faillite. Prenez des gens comme ça comme leaders, parce que ces gens-là sauront gérer des crises, ces gens-là sauront réagir en temps de crise. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a aucune cicatrice, quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas la moindre blessure de guerre, eh bien, malheur à vous si vous l'avez comme chef de guerre. Et à l'inverse, vous pensez comme Charles Gave que quand on est idiot, on s'entoure que de gens idiots et du coup, on provoque des décisions idiotes, c'est ça ? C'est tout à fait exact, oui, tout à fait. Les gens s'entourent de personnes qui pensent comme eux. Et donc, c'est ce qu'on a vu là, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir des commissions avec 100 cerveaux. Au lieu d'avoir 100 cerveaux, on n'en avait qu'un parce qu'ils pensaient tous pareil. Et quand vous avez 100 cerveaux qui pensent de la même façon, vous n'avez pas 100 têtes, vous n'en avez qu'une. Vous les payez 100, alors vous allez devoir rémunérer 100 personnes, c'est tout à fait exact, mais vous aurez comme résultat de productivité un seul cerveau que vous avez payé 100 fois. Et ça, c'est stupide. Donc oui, Charles Gave a tout à fait raison. En conclusion de cette émission, Idriss Aberkane, vous la voyez comment, la situation à court et à moyen terme en France ? Alors, merci de me poser cette excellente question. J'y réponds dans un live qui vient tout de suite après cette émission, enfin 2 heures après, à 16h sur ma chaîne YouTube Idriss Aberkane. Eh bien, en 2 mots. Il y a un live. En 2 mots, en tout cas, je vous annonce ce live donc avec Pierre-Yves Bougeron, le grand politologue français, et Charles-Henri Gallois, l'économiste et politicien de l'UPR. On va parler de la France d'après. Donc, pour moi, en 2 mots, crise, c'est une opportunité. Il faut prendre des bonnes décisions. Si jamais les mauvaises décisions sont prises, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe, vraiment. Et on n'est même plus à l'abri d'un coup d'État en France. Il faut bien se dire ça. Si on prend l'histoire, si on reprend l'histoire en 48, quand il y a eu un effondrement, 1848, pas 1900, quand il y a eu un effondrement boursier dû à la spéculation sur les chemins de fer, eh bien, le peuple français a été dans la rue et il a foutu Louis-Philippe dehors. Et on a eu le printemps des peuples en Europe qui a foutu des monarques dehors. Eh bien, face à la crise qui s'annonce, si les bonnes décisions ne sont pas prises rapidement, on a un risque que les peuples foutent leurs dirigeants dehors. Merci beaucoup Idriss Aberkane d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectibles. Merci à Benoît Goutorbe à la réalisation ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, moi aussi je fais ma pub en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles et vous êtes désormais près de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Un grand merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. D'ici là, on ne peut que vous le répéter, restez chez vous et protégez-vous à défaut de mieux. Merci, bonne semaine.